Rebonjour. Eh bien, après avoir étudié le loisir en France, donc en Île-de-France, autour des fleuves et à la campagne, on va s'intéresser au loisir dans la ville. Et le loisir dans la ville, il est davantage lié à des lieux spécifiques qui sont des lieux de restauration. Donc le restaurant et le café. Donc on va étudier en fait cette sociologie toujours à travers l'iconographie impressionniste et ses liens entre le loisir et bien sûr l'histoire de France. Donc la question, le repas et la ville, un loisir à la française. Bon, eh bien écoutez, le confinement nous le rappelle très cruellement. En ville, la grande distraction, à part le spectacle et le théâtre, c'est bien sûr le restaurant. Donc les villes abondent en restaurants, en cafés, en salons de thé, en bars, en brasseries, qui vont de la qualité la plus médiocre, avec de la bière chaude et infecte et un café qui ressemble à un fond de lavasse, à la très grande gastronomie, en passant par tout un tas d'autres échoppes. Donc effectivement, là, la fermeture de ces lieux-là nous rappelle combien, effectivement, ils offrent une pause bienvenue dans une vie rythmée par, souvent par certaines contraintes, par des impératifs, par le travail. Combien aussi ils sont un luxe, parce que tout le monde n'a pas les moyens de se les offrir, et combien ils représentent aussi un savoir-vivre, un savoir-faire, une tradition emblématique de la France qui est particulière. Alors aujourd'hui, eh bien effectivement, le classement du repas à la française au patrimoine immatériel de l'UNESCO a tout juste 10 ans. Donc, qu'est-ce que c'est en fait un repas gastronomique à la française? Eh bien, c'est un repas composé d'un apéritif, d'une entrée, d'un plat, d'un fromage, d'un dessert, d'un digestif, donc c'est très qualifié, attention, et associé à de bons produits et à une belle table. Donc, c'est toute cette idée d'un cérémonial, hein, ce repas gastronomique à la française. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très important. Enfin, moi, j'ai des amis qui sont étrangers, voilà, qui sont grecs, italiens, anglais, qui me disent, mais en France, mais franchement, manger, pour vous, enfin, c'est une religion. C'est pas simplement, on ne se nourrit pas simplement en France, on mange. Et où qu'on aille, on prend du temps pour avoir une assiette, un couvert, un verre, on ne met pas sa fourchette n'importe comment. Voilà, enfin, c'est vraiment des choses qui sont fondamentales et qui rentrent dans l'éducation. Donc tout ça, eh bien, ça se généralise aussi vraiment à partir du 19e siècle. Pourquoi? Parce que le restaurant va naître véritablement au 19e siècle. Bon, pourquoi? Bon, on en reparlera, mais tout simplement parce que après la Révolution, il y a beaucoup de cuisiniers qui étaient employés dans des maisons royales, et bien, ils se trouvent sans emploi, hein, n'est-ce pas? Voilà, parce que tous les aristocrates sont partis ou ont été décapités, donc c'est un petit peu compliqué de travailler pour des gens qui n'existent plus. Donc résultat, ils vont partir et ils vont utiliser leur métier pour installer leur propre affaire. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Donc les restaurants, les échoppes où l'on se restaure, qui se développent en ville, mais aussi les lieux où l'on mange qui se développent dans des appartements. C'est-à-dire qu'on n'aura pas on n'aura plus d'hôtels particuliers, mais on aura habités par une seule famille, mais on aura des immeubles strictement haussmanniens à plusieurs étages, composés d'appartements. Et dans ces appartements, on aura toujours une cuisine et une salle à manger qui seront incluses dans le plan de l'appartement. C'est-à-dire qu'on n'aura pas forcément des cuisines extérieures à l'appartement où on cuisine et puis on apporte les plats. Donc tout ça est vraiment intégré. Donc je vous montre deux appartements post-haussmanniens. Voilà, du début du 20e, où vous voyez les cuisines, les salles à manger, l'office, voilà, qui sont à côté et qui font partie des plans, voilà, de l'appartement. Donc pourquoi l'alimentation est liée à la ville? Eh bien, tout simplement, et aussi à sa sensualité, donc à une idée de bonheur et de plaisir. Parce qu'on part de l'idée, donc tout ça, ce sont aussi des idées politiques et sociologiques, vous comprenez bien, c'est pas complètement vrai,
hein, voilà. Mais bon, l'iconographie nous montre ça. C'est que la ville nous sert des éléments qui sont des éléments sublimés. La campagne produit des produits bruts, hein, voilà, et ils arrivent à la ville où ils sont mis en valeur. Donc c'est toujours cette idée que la campagne produit des produits bruts euh, par les campagnards. Donc excusez ces caricatures, mais enfin, je vous parle d'une iconographie qui est très parisienne, hein. Voilà, n'oubliez pas, le 19e, enfin, la peinture impressionniste est une peinture parisienne ou francilienne, hein, on ne va pas se leurrer. À part Pissarro, mais bon, voilà, on est dans quelque chose de sociologiquement marqué, connoté, filtré. Donc c'est l'idée qu'à la campagne, on produit des produits qui sont bruts de décoffrage, et qu'arrivés à la ville, ils vont être sublimés. Ils vont être sublimés par les foires, ils vont être sublimés par les marchés, ils vont être sublimés par les restaurants aussi, qui vont les cuisiner, les transformer, les mettre en valeur, ou bien les dégrader dans le cas des gargotes de bas étage, des troquets, des établissements de vie nocturne, etc., etc., etc. Donc on aura aussi une valeur sociale accordée à l'aliment. Donc là, Manès en fait le traducteur. Alors c'est un tableau que je trouve assez rigolo parce qu'ils ils mettent en scène un mec qui est typique du 19e, pardon, qui est l'asperge. Alors l'asperge, on a commencé à en consommer à la cour de Louis XIV, au potager du roi. En fait, c'était un légume, les variétés qui étaient plantées étaient hyper fragiles, donc en gros, il fallait la cueillir et la consommer. On la mangeait tout de suite. Avec le développement, effectivement, des transports, les asperges qui poussaient à la campagne sont arrivées à la ville seulement au 19e siècle. Et puis on a commencé à les adorer. Donc on les a tellement adorés qu'il y a eu des pinces à asperges, des services à asperges, tout un tas de vaisselle autour de l'asperge, absolument fascinant, qu'on a planté des nouvelles asperges, comme cette asperge-là, la tardive d'Argenteuil, pour satisfaire aux besoins des consommateurs qui en voulaient toujours plus. Voilà, il fallait que ce soit plus gros, il fallait que ce soit plus spectaculaire, il fallait. Donc on a fait, on a fait des greffes, hein, comme aujourd'hui, Aujourd'hui, on a des OGM. Bon, ça c'est vraiment l'horreur. Mais le 19e, si vous voulez, n'est pas exempt de transformation, d'expérience, en fait, pour produire des variétés qui soient plus grosses, plus résistantes pour satisfaire les consommateurs. Donc c'est ce qui se passe, c'est exactement ce qui se passe pour l'asperge, hein. Donc cette asperge tardive d'Argenteuil, elle naît au 19e. Et pourquoi ça va nous intéresser? Parce que Manet, qui est le peintre de la vie moderne, donc on l'a vu dans Déjeuner sur l'herbe, on l'a vu dans plein, enfin, là, vous connaissez dans plein d'autres tableaux, mais il l'est aussi pour les aliments. Voilà, il se passionne pour l'asperge comme beaucoup de gens. Donc vous avez un collectionneur qui s'appelle Charles Froussy, qui est aussi critique d'art, qui va commander à Manet, qui fait des natures mortes aussi, un tableau d'une botte d'asperges qui est aussi un sujet à la mode. Et donc Manet peint cette botte d'asperges, il la livre à Froussy, et Froussy dit « Ah là, c'est trop bien, il trouve que le tableau est génial ». Donc il avait convenu avec Manet de le payer 800 francs, et il va lui donner 1000 francs. Et Manet, qui est très gentleman, va peindre un tout petit tableau d'une unique asperge, et va renvoyer ça à Charles Froussy en disant « Il en manquait une à votre botte ». Donc il lui offre un tableau pour les 200 francs d'écart. Mais cette asperge, c'est là où ça va nous intéresser, c'est pas n'importe quelle asperge, c'est la tardive d'Argenteuil. Et la tardive d'Argenteuil est réputée pour être plus grosse que la moyenne. Bon, alors voilà, vous avez vu tous où je voulais en venir et où Manet voulait en venir. Donc c'est une peinture qui est clairement érotique et assez troublante, puisque l'asperge, voilà, elle est longue, elle est dure, elle est grosse, hein, les mensurations de l'asperge, mais elle a un bout recourbé et légèrement violacé qui vous dit que voilà, bon, l'habit ne fait pas le moine et que tout ça ne marche pas très bien. Donc quand Manet a peint ce tableau, il savait souffrir de la syphilis qu'il avait contractée lors d'un voyage à Rio, où il fréquentait beaucoup les bordels de Rio. Ça. Et donc du coup, et voilà, sa sexualité, elle n'existait plus à cette époque-là. Donc, ça ne l'empêchait pas d'avoir de l'humour. Et il a transféré une sensualité qu'il ne pouvait plus vivre dans une peinture métaphorique de l'aliment qui est tout à fait aussi au goût du jour pour les contemporains du 19e siècle, en s'intéressant à un mec qui est typique du 19e et à une variété qui est aussi une variété extrêmement, extrêmement nouvelle. Donc tout ça pour vous dire que l'aliment, il est jamais neutre, et il parle aussi de la façon dont on se réjouit, dont on se distrait, tous les sens du terme, au 19e. Bon voilà, et Manet, s'il peut plus, ça n'empêche pas d'être heureux par la peinture. Voilà.
Donc, du coup, ces aliments, où est-ce qu'on les sublime? Bien sûr, on les sublime dans des restaurants. Donc, au XIXe siècle, la ville est une métaphore de l'abondance, de la transformation, d'une certaine magie où elle avale tout. Voilà, tout ce qu'il y a, c'est une espèce de gargantua, cette ville, elle avale, elle avale, elle avale. Et voilà, soit elle ressort quelque chose de sublimé, de transformé, bon, soit elle ressort, je ne ferai pas de dessin. Donc le restaurant va s'inscrire vraiment dans une réflexion sur l'urbanité, sur la société du loisir, et aussi sur une idée de masse, hein. Les impressionnistes vont peindre les restaurants parce qu'ils vont peindre des lieux de distraction de masse. Alors dans le restaurant, vous avez bien sûr l'idée de, enfin, on en a parlé, hein, de ces cuisiniers qui travaillaient pour des maisons aristocratiques et qui se retrouvent sans emploi à la veille de la Révolution, qui créent donc, qui ouvrent leurs propres échoppes. Mais c'est aussi une idée de santé, donc, qui est très liée en fait aux guinguettes, au plein air, au déjeuner, à cette espèce de bien-esté qui se traduit par les libertés vestimentaires et corporelles des protagonistes de l'œuvre. Mais aussi, le restaurant est lié directement aux produits commerciaux, donc aux événements commerciaux qui se tiennent en ville, donc les foires, les salons, les marchés, où parfois les artisans, les producteurs sont obligés de venir pendant plusieurs jours. Et pendant plusieurs jours, ils bougent peut-être un peu sur place, ils sont dans des établissements, ils ne sont pas chez eux, ils n'ont pas les moyens de se faire la cuisine, ils n'ont pas la possibilité d'apporter à manger pour 4-5 jours, donc il faut bien les restaurer. Donc c'est l'idée que les établissements qui servent à manger à des gens qui ne peuvent pas se faire à manger ont pour objectif de restaurer leur force, de restaurer leur corps. Donc l'aliment devient un carburant qui permet de nourrir le corps, qui est considéré aussi au 19e un peu comme une machine, hein. Donc, vous avez toute cette idée-là. Donc là, le restaurant, oui, devient au départ est roboratif, c'est un produit de santé, et puis peu à peu, il devient un objectif de réunion et une distraction. Donc là, je vous montre deux tableaux, le déjeuner des canotiers que vous avez déjà vu, et puis Alphonsine Fournaise, qui est la fille du propriétaire de la guinguette des canotiers. Donc le motif du restaurant permet de créer toute une sociologie, et vous voyez que tout ça est très, voilà, c'est très charmant, c'est très bucolique, c'est très sain. Voilà, il y a une idée effectivement de santé, de waouh, enfin, c'est chouette, on va se voir, on va bien manger, on va avoir des copains, et c'est sympa, et il fait beau, et voilà, et c'est cette idée voilà, de l'abondance, pas de l'excès, mais vraiment cette idée, voilà, je dis de bien-esté, de bien-être du corps, de bien-être de l'âme et de l'abondance. Vous avez bien sûr une hiérarchie dans les établissements. Vous avez des restaurants de campagne qui sont des restaurants de guinguettes avec des loisirs plaisir, hein, plaisir du corps. Et vous avez les restaurants de ville où vous avez plutôt le plaisir de l'esprit. Donc là, c'est des restaurants qui sont clairement gastronomiques. Donc là, c'est Fantin-Latour qui peint un coin de table. Et ce tableau, bien sûr, est célèbre parce qu'il montre Verlaine et Rimbaud. Donc, celui qui a légué le tableau au Louvre, c'est Émile Blémont, qui est le propriétaire de la revue littéraire non, de la Renaissance littéraire et artistique, et qui va être le seul à publier Rimbaud, hein, de son temps. Voilà. Donc du coup, là, vous avez vraiment une espèce de, en gros, un restaurant qui est peut-être grand, mais on a une espèce de salon privatif où chaque groupe peut se réunir un peu dans son salon privatif. Vous avez des fleurs qui sont très élégantes, vous avez les parois de la carafe en cristal qui font effectivement un peu comme du sucre glace. Enfin, c'est quelque chose d'assez magique. Vous avez des couleurs qui sont aussi assez froides, qui n'ont rien à voir avec le déjeuner des canotiers, une exécution qui est beaucoup plus lisse. Donc on n'est pas dans l'idée qu'on va roborer ses forces ou simplement prendre un loisir. On est dans l'idée c'est plutôt l'idée d'un salon littéraire, voilà, du 18e, on avait vu, hein, où de beaux esprits vont se rencontrer et discuter ensemble
de propos intelligents. Voilà, c'est un peu en accord avec des plats et des mets qui sont très raffinés. Donc là, on est à la fin du repas, parce qu'effectivement, dans l'aristocratie, on ne mange pas. Voilà, c'est encore aujourd'hui, vous avez des traités très poussés, hein, voilà, sur les manières de table. Et encore aujourd'hui, dans certains milieux, on ne finit pas son assiette. On ne dit pas bon appétit parce qu'on n'est pas censé avoir de l'appétit, parce que l'appétit c'est une pulsion. Donc voilà, on est censé modérer ses pulsions, donc on ne dit pas bon appétit. On ne finit pas son plat, on n'en redemande pas, on n'en reprend pas, et on ne sauce pas son assiette. Enfin, moi, ce qui me paraît, moi personnellement, j'en suis confus, je vous le dis, peut-être que certains seront très déçus, mais pour moi, c'est impensable. C'est impensable de ne pas célébrer le repas et de pas en reprendre si c'est bon, de ne pas saucer mon assiette si la sauce est délicieuse, enfin bon, si c'est pas bon, la question ne se pose pas, et de ne pas dire bon appétit, parce que je trouve que quand on mange, on a une chance incroyable de pouvoir manger, de pouvoir partager un repas avec ceux qu'on aime, et bon appétit, ça me semble une formule voilà, magique pour commencer le repas, d'être heureux, d'être réunis tous ensemble. Mais là, voilà, on est vraiment dans un autre type de sociabilité où on ne mange pas, parce que c'est pas élégant de représenter le manger, les gens qui mastiquent, mais par contre, c'est un moment du repas qu'on appelle le bout hors. Donc on avait vu ça la conférence sur le bonheur au Moyen-Âge, hein, un des thèmes de réjouissance, c'était aussi le manger. Et c'était le moment où on partait. Vous avez un des convives ici qui a déjà son chapeau sur la tête et qui s'apprête à partir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on représente? Bon, on représente le moment du digestif, où l'on boit des liqueurs fines. Et cette réflexion sur la boisson, elle est aussi au centre du loisir urbain. Donc, si on n'a pas les moyens forcément de manger au restaurant, parce qu'effectivement, voilà, enfin, c'est difficile de trouver un restaurant qui soit convivial, sympa et pas trop cher. Donc effectivement, payer voilà, 15 euros pour une salade, enfin, plus 5 euros pour un verre de mauvais vin, c'est pas, voilà, c'est pas l'extase. Donc en fait, en gros, quand on va voir des amis, hein, souvent on va au café. Et donc ce café, il a souvent été un lieu d'abord fréquenté par les philosophes, les intellectuels et les artistes, parce que c'était un lieu qui était séditieux. L'un des premiers cafés parisiens, c'est le Procope, qui était un des repères des philosophes, voilà, donc, aux Lumières. Donc du coup, au 19e, les artistes ont beaucoup fréquenté les cafés, les écrivains, c'est pareil, aussi, bah, c'est pareil parce que c'était chauffé, hein, et que voilà, ils n'avaient pas forcément le chauffage chez eux, donc on venait débattre, écrire, rencontrer ses amis. Voilà, les espaces aussi à vivre n'étaient pas grands pour ceux qui n'avaient pas d'argent, et c'était beaucoup mieux de se rencontrer au café qu'ailleurs. Donc le café a eu ce relent un peu de sédition, donc qu'il a complètement perdu aujourd'hui, hein, mais qu'il a gardé pendant longtemps. Chaque artiste, chaque type d'artiste, chaque groupe d'artistes avait son café. Donc pour Courbet, c'était la brasserie Ambler, avec le groupe des réalistes, et pour Manet et les impressionnistes, c'était le café Gerbois, qui était pas loin de la place Clichy des Batignolles, pas loin de la gare Saint-Lazare en fait. Voilà. Donc là, dans ce tableau, on peut voir Degas, Monet et Renoir, enfin dans ce tableau, dans ce dessin, qui sont ici, qui sont représentés au café Gerbois. Donc, on montre aussi dans les cafés, les établissements de boissons, la vie nocturne. Donc, je vous en montre deux, le Moulin Rouge et les Folies Bergères, qui sont encore des hauts lieux de la vie parisienne, malgré le fait qu'ils étaient très galvaudés voilà, par le tourisme, et une distraction qui est une distraction de masse dans tout ce qu'elle a de péjoratif. Mais malgré tout, voilà, ce sont des établissements de vie nocturne. Qui se développe au 19e siècle. Et donc Giovanni Boldini, bah, c'est intéressant parce que lui, c'est un portraitiste à la mode, il a beaucoup peint l'aristocratie, mais ça ne l'a pas empêché de travailler avec sa touche très élégante et très enlevée à un nouveau lieu à la mode qui est le Moulin Rouge. Et donc vous voyez vraiment une atmosphère très festive où viennent un peu s'encanailler les bourgeois. On a ce mélange des classes populaires et des bourgeois typiques de Montmartre, qu'on retrouve déjà dans un tableau de Renoir qui est le Bal au Moulin de la Galette, qui est aussi un établissement de Montmartre, et qui avait pour caractéristique de mélanger les ouvriers et les bourgeois. Vous avez des chapeaux de paille et des hauts de forme. Voilà, si vous vous souvenez du tableau ou si vous voulez revenir dessus.
On a aussi le bal aux Folies Bergères, donc là encore, bon, Manet en fait une métaphore sur le regard du spectateur et sur la peinture. Moi, je vais m'intéresser à la sociologie des boissons, juste pour vous faire remarquer que le- l'artiste a représenté des bouteilles de champagne au premier plan. Voilà. Donc c'est aussi cette métaphore de la fête et de sa vérité, donc de l'ivresse, du dédoublement que permet le champagne, l'alcool et la boisson. Et cette ivresse, est-elle un bonheur fiable et tangible ou est-elle une illusion? Donc, tout ce que le miroir peut effectivement nous rappeler. On a d'autres établissements qui se développent au XIXe siècle, dont le salon de thé. Donc là, le thé, l'histoire du thé, comme le café, voilà, sont des boissons qui viennent d'Asie, qui arrivent qui se développent beaucoup à la cour de Louis XIV et qui deviennent au XVIIe la boisson de l'aristocratie. De toute façon, vu toutes les barrières de douane qu'elle doit passer, voilà, c'est des marchandises qui reviennent extrêmement, extrêmement, extrêmement chères. Donc, bon, voilà, qui demandaient de servir dans de la porcelaine. C'est un peu, tout ça est un peu, tout ça est un peu, non, tout ça est extrêmement raffiné. Un peu, c'est extrêmement raffiné. Et puis peu à peu, le thé, comme tout, bah, devient une boisson bourgeoise, voilà, euh, assez élégante, et va être vendue dans des enseignes comme celle de Dalloyau. Donc Dalloyau va ouvrir au 101 rue du Faubourg Saint-Honoré une maison de gastronomie qui va peu à peu se transformer en salon de thé, les premiers salons de thé parisiens, et qui est aujourd'hui une pâtisserie qui existe toujours. Donc je vous montre la façade actuelle et sachez que cette maison, enfin, ce lieu est occupé par des établissements gastronomiques depuis 1820. Donc, du coup, on va faire appel à des grands peintres pour décorer les salons de thé qui fleurissent à Paris. Là, c'est une esquisse d'Édouard Vuillard pour un salon de thé un salon de thé qui est situé dans un quartier haussmannien, qui s'appelle le Grand Édit. Voilà, où on montre à la fois la foule, mais aussi, vous avez un aspect japonisant avec les lanternes qui va très bien avec le thé, voilà, des couleurs aussi assez contrastées, mais assez élégantes. Une vision un peu mondaine de la scène, et cette vision mondaine, elle correspond aussi à un lieu qui était un lieu féminin, puisque si le café est plus artistique, on va dire, et plus masculin. N'oubliez pas que la femme, bon voilà, elle doit déjà attendre les années 60 pour signer un chèque et pour être déclarée majeure légalement. Bon, voilà, on va dire qu'elle n'a pas trop le droit de sortir toute seule. Mais le salon de thé, c'est un des rares lieux où la femme peut sortir en fait en toute tranquillité. C'est considéré comme fréquentable, pas très correct au niveau des mœurs. Donc le salon de thé devient un univers qui est un univers associé à l'élégance aussi et à une certaine vision de la féminité. Le café se veut aussi national et consensuel, parce que dans le café, et notamment au café Gerbois, on boit. Voilà, on boit du café, mais on boit aussi de la bière. Alors, vous avez des associations qui se réunissent au café, exactement comme on peut penser aussi aujourd'hui des cafés philo ou à plein de... Voilà, on fait sa réunion au café, c'est plus sympa que chez soi, chacun commande quelque chose. Voilà. Et là, vous avez une association qui s'appelle Au Bon Boc, qui se réunit au café Gerbois. Et si vous regardez effectivement la date de la toile, c'est une toile qui a été peinte après 1870, pardon, donc après la Commune, après la défaite de la guerre franco-prussienne. Or, chacun sait aujourd'hui, alors pardon, je ne veux pas, mais les meilleures bières, elles sont belges. Il n'y a juste pas photo. Donc voilà, beaucoup de bières françaises. Bon, elles sont bonnes, mais globalement, les bières trappistes d'abbaye, ça reste quand même le top. Et les bières belges, il y a un savoir-faire voilà, qui n'est pas... c'est comme ça. L'Allemagne aussi est un des grands pays de bière. Donc, vous avez vraiment des traditions qui viennent de Belgique et d'Allemagne.
Et là, l'idée des Français, c'est de se dire: «Ah non, 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 mais de toute façon, les Allemands, on leur rachètera plus jamais rien. Là, c'est fini. De toute façon, ils nous ont, battus à plate couture, ils nous ont humiliés, hors de question. Ils nous ont pris l'Alsace et la Lorraine, hors de question qu'on leur rachète quoi que ce soit». Donc l'idée, en fait, de l'association Au Bon Bock, c'est d'aller promouvoir la bière française et d'aller montrer, effectivement, que la bière française et alsacienne, est aussi bonne, voire meilleure que la bière allemande. Donc c'est le produit que montre Manet dans un café typique qui était un établissement typiquement parisien, est un produit aussi moderne et qui fait l'objet de certains débats. C'est un produit aussi qui est fédérateur, puisque vous voyez une femme qui travaille, vous voyez un ouvrier avec sa calotte sur la tête et vous voyez un bourgeois avec son chapeau haut de forme. Donc c'est l'idée de dire qu'autour de certains produits nationaux, on va fédérer la population française autour d'une certaine idée de la gastronomie et de la nourriture. Donc ce sont des thèmes qui, autour du loisir, sont fédérateurs, consensuels, effectivement, et modernes. Donc voilà, et cette question, c'est bien évidemment en voyant cette serveuse, ce que vous pouvez remarquer, c'est que pour que d'autres se distraient, voilà, monsieur fume sa pipe, donc voilà, tout le monde discute, hein, c'est bien, mais pour qu'il y en ait qui discutent, posés, les fesses sur une chaise, il faut bien qu'il y en ait qui bossent. Et cette dimension du travail, des travailleurs du loisir, prend une lecture critique au moment où la ville devient véritablement tentaculaire et où l'exploitation ouvrière devient absolument indéniable, c'est-à-dire dans le dernier tiers du 19e siècle. Et ces thématiques sont traitées par les néo-impressionnistes.